Bon, Walter Benjamin, c'est un penseur inclassable et paradoxal, parce qu'on a l'habitude de classer le penseur, le philosophe, les penseurs politiques entre le conservateur et les progressistes, les révolutionnaires et les nostalgiques du passé, les matérialistes et l'idéaliste, etc. Bon, Walter Benjamin, c'est un révolutionnaire, mais un critique radical du progrès. C'est un révolutionnaire, au sens socialiste, communiste, nostalgique du passé. C'est un matérialiste qui s'intéresse et se réfère à la théologie, etc. Hein? Bon, vous voyez un peu je ne dirais pas les contradictions, mais le caractère paradoxal de sa pensée. C'est donc ce que je vous invite en réfléchissant sur les écrits de Benjamin, vraiment à une espèce de petite promenade, hein, une espèce de déviation, un sentier de montagne loin de grandes autoroutes de la pensée. Hein. C'est quelqu'un qui était vraiment en marge. Il n'est pas ni moderne, ni postmoderne, ni prémoderne. Bon, il est sui generis. Hein, c'est une pensée singulière. Bien. Mais c'est une pensée qui se réfère d'une façon centrale, d'une façon forte, au marxisme, hein, qui se considère comme part de ces grands mouvements de pensée et d'action, de lutte, qui est le marxisme. D'ailleurs, dès le début, il va dire « ce qui m'intéresse dans le marxisme et le communisme, c'est l'union entre la théorie et la pratique. Hein ». Donc pour lui, c'est ça qui est essentiel. Mais vous verrez que c'est un marxisme tout à fait hétérodoxe. Hein, ce n'est pas le marxisme de la deuxième ou de la troisième internationale ou de la quatrième, peu importe. C'est un marxisme hétérodoxe où on trouve des ingrédients hein, tels que le romantisme, hein, la critique romantique de la civilisation, le messianisme juif, etc. Bien. Alors, Walter Benjamin n'est pas né marxiste. Hein. Il y a des gens qui sont nés marxistes, mais ce n'est pas le cas de Walter Benjamin. Il a eu tout un chemin. Et au début, il s'intéresse au romantisme, justement. Il a écrit sa thèse de doctorat sur le romantisme allemand, sur la critique d'art. Il s'intéresse à la théologie, notamment juive. Il s'intéresse à la politique, mais d'une façon un peu de biais, disons, mais c'est surtout la politique anarchiste ou anarcho-syndicaliste qui l'intéresse. Il a écrit un essai autour de Sorel, la critique de la violence. Bon, il a clairement des sympathies du côté libertaire, disons. Et puis, il a écrit une thèse d'habilitation. C'est la thèse qu'on écrit pour pouvoir accéder à un poste à l'université allemande. Habilitationsschrift, bon, sur le drame baroque allemand, le drame baroque allemand du XVIIe siècle, hein, un thème très étrange. Hein. Et il a introduit cette thèse avec une préface, une espèce de prologue épistémologique. Un texte tellement difficile, tellement impénétrable, que le jury des thèses de l'université de Francfort a déclaré forfait. Il a dit « nous ne comprenons rien, nous n'y comprenons goutte, donc vous ne pouvez pas avoir votre habilitation. Désolé. Hein » Et voilà, c'était la fin de la carrière académique de Walter Benjamin. Bien, un peu avant cet incident de carrière, disons, Walter Benjamin va découvrir le marxisme. C'est vraiment une découverte, comme ça, soudaine, hein, qui s'est fait grâce à deux facteurs, disons, tout à fait distincts.
mais qui auront lieu au même moment, en 1923, dans l'île de Capri, où il passait ses vacances. Alors là, premièrement, il a lu un livre, Histoire et conscience des classes de Georges Lukács. Il faut dire que c'est un livre qui a marqué toute sa génération, toute une génération de penseurs de gauche, disons, marxistes, notamment en Europe centrale, ont été marqués par ces livres. Donc ces livres, pour lui, étaient vraiment pour utiliser un terme de Walter Benjamin, une illumination profane. Et puis, en même temps, pratiquement en même temps où il est en train de lire ses livres, il fait une rencontre qui va le toucher profondément, aussi du point de vue politique et érotique, une femme qui s'appelait Asia Lassis, qui était une bolchevique, au sens plein du terme, lettonne de l'Union soviétique, qui s'occupait de théâtre d'enfants, etc., qui passait ses vacances en Italie, dans l'île de Capri. Bon, c'est là qu'ils vont se rencontrer. Et il va, disons, avoir des rapports personnels, érotiques avec cette femme, mais à travers elle, il va découvrir l'univers du communisme, du bolchevisme, de la révolution russe, etc. Donc, c'est vraiment étrange, parce que cette découverte s'est faite en 1923, au moment où la grande vague révolutionnaire touchait à sa fin, n'est-ce pas? Mars 1923, c'est le dernier soubresaut de la révolution allemande. C'est pratiquement la fin de la grande période révolutionnaire ouverte par la révolution de 1905. Donc, c'est avec retard, avec pas mal de retard, que Benjamin va découvrir le marxisme et le communisme. Bon, c'est étrange, mais c'est comme ça. Bon. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, le marxisme va devenir une composante essentielle de ses écrits. Il va se réclamer du matérialisme historique et on voit que c'est un axe essentiel de sa réflexion. Maintenant, il faut, par rapport à l'itinéraire, qui n'est pas du tout linéaire, de Benjamin, éviter, à mon avis, deux erreurs. Disons, comment on dit, parallèle, non, il y a un autre terme qui m'échappe. Bon, complémentaire. Bon. Une qui serait la coupure épistémologique, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a un jeune Benjamin, romantique, idéaliste, théologien, plongé dans des histoires de drames baroques allemands, etc. Et puis, il y a un autre Benjamin, matérialiste, marxiste, proche du communisme, etc. Bon, donc, coupure épistémologique. Non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a une très profonde continuité. C'est-à-dire, les thèmes des écrits de jeunesse, les thèmes romantiques, les thèmes messianiques, théologiques, etc., vont continuer à être présents. Parfois de façon souterraine, parfois de façon explicite, selon les périodes. Donc, non, on ne peut pas couper Benjamin en deux. Bon. Deuxième erreur serait, au contraire, de voir chez Benjamin simplement la continuité et ne pas se rendre compte qu'avec la découverte du marxisme, il y a un tournant décisif dans sa pensée. Donc, il faut prendre en compte les deux, à la fois la rupture et la continuité. Sinon, on ne comprend pas le mouvement de sa pensée. Bien. Alors, le premier texte proprement marxiste de Benjamin, c'est un recueil très, très étonnant qui s'appelle Rue à sens unique, ou sens unique simplement. Je pense que la traduction française c'est sens unique, et qui est un recueil d'aphorismes, qui parle de tas de choses, de l'inflation en Allemagne, de la littérature, de tout. Bon, des petits aphorismes comme ça.
Adorno après va un peu reprendre ce style dans Minima Morale. Hein. C'est un style particulier, disons, d'écriture. Le livre est dédié à Asia Lassis, hein, cette femme communiste soviétique, lettonne. Bon, je ne vais pas vous résumer le livre parce qu'il est impossible à résumer, puisqu'il c'est un peu, bon, il va un peu dans tous les sens. Mais il y a un des aphorismes dont je voulais vous lire un extrait qui me paraît bien rendre compte de la singularité du marxisme de Benjamin. Et c'est un aphorisme qui s'appelle, en allemand, Feuermelde, avertissement d'incendie. Avertissement d'incendie. Et qu'est-ce que dit Benjamin? Je cite juste un passage. Oui. Alors, si les renversements révolutionnaires de la bourgeoisie par le prolétariat n'est pas accompli avant un moment presque calculable de l'évolution technique et scientifique, parenthèse, indiqué par l'inflation et la guerre chimique, tout est perdu. Il faut couper la mèche qui brûle avant que l'étincelle n'atteigne la dynamite. Curieuse image. Hein? C'est-à-dire, la révolution, ce n'est pas les résultats du progrès historique, c'est interrompre une évolution catastrophique. Hein? Une évolution qui nous conduit à la catastrophe économique. Bon, il se réfère à l'inflation. Bon, ce n'était pas l'inflation, mais c'était la crise économique qui allait venir juste une année après l'écriture du livre. Et puis la guerre chimique. La guerre chimique, c'était la guerre de gaz qu'on avait utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Bon, la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas utilisé les gaz dans les champs de bataille, on les a utilisés simplement pour exterminer quelques millions de personnes, les Juifs et les Tziganes, entre autres. Bon. Voilà, donc une intuition de Benjamin. Bon, il faut qu'on arrête cette évolution qui nous conduit à la catastrophe avant qu'il soit trop tard. C'est ça la révolution. L'interruption d'un cours catastrophique. Vous voyez que c'est très différent de la conception traditionnelle de la révolution qui est, bon, le processus historique nous conduit de plus en plus vers notre objectif, hein, bon, cette vision progressiste de l'histoire contre laquelle Benjamin s'insurge. Bon, effectivement, nous allons voir que dans la conception de l'histoire de Benjamin, l'adversaire, c'est l'idéologie du progrès. Bon, ça, c'est quelque chose d'un peu choquant pour nous qui sommes, entre guillemets, progressistes. Mais qu'est-ce que c'est l'idéologie du progrès dont parle Benjamin? C'est l'idée que l'histoire de l'humanité a été jusqu'ici l'histoire d'un progrès continu, un progrès de plus de raison et de liberté, comme disait Hegel, ou plus de démocratie et d'égalité, comme le dit la gauche, bon. Plus de développement économique et technique selon les libéraux bourgeois, etc. Mais enfin, c'est une vision largement partagée dans tous les spectres politiques, hein, depuis les conceptions bourgeoises jusqu'à une bonne partie de la gauche. Hein, partage cette idée de l'histoire comme progrès irréversible. Bon, c'est contre ça que s'insurge Benjamin. Bon, et donc, cette vision de l'histoire, vous allez dire, elle est pessimiste, puisqu'il nous dit, bon, si la révolution n'arrive pas à temps, nous allons vers une catastrophe. Hein. Elle est pessimiste. En effet, elle est pessimiste. Hein. Et voilà, encore une fois, quelque chose qui singularise le marxisme de Benjamin. Il est un des rares, presque le seul, je dirais, pas tout à fait, mais presque, dans le camp marxiste, hein, révolutionnaire, à être pessimiste. Non seulement à être pessimiste, mais se proclamer pessimiste. Voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait singulier. Alors, je vais me référer maintenant à un autre texte, à peu près la même époque, 1929.
un article sur le surréalisme. Un texte très étonnant, très intéressant, à la fois par son analyse du surréalisme, et ça, on n'aura pas le temps d'en discuter, mais aussi par des réflexions politiques plus générales. Et dans cet essai, Benjamin dit: qu'est-ce que c'est être révolutionnaire? C'est quelqu'un qui se donne pour tâche d'organiser le pessimisme. Et il va citer là un texte de Pierre Naville, Pierre Naville qui avait écrit en 1927 La Révolution et les intellectuels, où il avançait cette idée: il faut organiser le pessimisme. Bon, à l'époque, Naville était militant communiste. Bon, peu après, il va adhérer à l'opposition de gauche trotskiste, mais justement à cette époque, 28-29. Enfin, quand il a écrit le livre, il était encore militant du Parti communiste français. Bon, donc, Benjamin s'inspire dans Pierre Naville, mais il va au-delà, en mettant cette question du pessimisme au centre de son idée du marxisme et de la révolution. Et il y a un paragraphe où il explique qu'est-ce que ça veut dire être pessimiste. Je vais vous le lire parce qu'il est vraiment très, très étonnant. Alors, être un révolutionnaire, dit Benjamin, ou être un communiste, parce qu'il dit pour lui être révolutionnaire, c'est être communiste, il était un sympathisant, disons, du mouvement communiste, c'est être un partisan du pessimisme sur toute la ligne. Oui, certes et totalement. Méfiance quant au destin de la littérature, méfiance quant au destin de la liberté, méfiance quant au destin de l'homme européen. Mais surtout, 3 fois méfiance en face de tout accommodement entre les classes, entre les peuples, entre les individus. Et confiance illimitée seulement dans l'I.G. Farben et dans le perfectionnement pacifique de la Luftwaffe. Fin de la citation. Bon, maintenant il faut expliquer ça un tout petit peu. Bon, donc, pessimisme sur toute la ligne, tout va mal et va aller de mal en pire, en ce qui concerne le destin de l'Europe, de la liberté, de rapport entre les peuples, etc. Et on ne peut faire confiance que à ces 2 entités, n'est-ce pas, IG Farben et le perfectionnement pacifique de la Luftwaffe. Bon, évidemment, c'est une phrase ironique. Alors, qu'est-ce que c'est le IG Farben? Peut-être certains d'entre vous savent que c'est le plus grand monopole capitaliste de l'Allemagne à cette époque, ou un des plus grands, avec Krupp, quelques autres. C'était la grande industrie chimique. Une énorme usine, plusieurs usines, etc. Bon, le grand capital. Et l'industrie chimique qui produisait entre autres des gaz chimiques pour la guerre. Bon. Donc, disait, bien, on peut faire confiance à IG Farben. Ils vont être de plus en plus forts, ils vont produire de plus en plus de choses, n'est-ce pas, sympathiques, telles que le gaz, etc. Et effectivement, bon, il ne mentionne pas les gaz ici, il dit juste IG Farben. Et effectivement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, IG Farben une de ses filiales, va produire le gaz Cyclone B, utilisé dans les camps d'extermination. Et puis, ils auront une usine à côté de Auschwitz où ils emploient la main-d'œuvre esclave. Ça, c'est l'avenir de IG Farben, juste une douzaine d'années plus tard, après ce texte Benjamin. Et le perfectionnement pacifique de la Luftwaffe, bon, c'est qu'est-ce que ça a donné. La Luftwaffe est devenue la plus grande force aérienne de l'Europe et a commencé par le bombardement de Guernica et ensuite c'est toutes les villes d'Europe, à commencer par Londres, etc., qui ont subi le bombardement de la Luftwaffe. Bon, donc voilà, mais bon, voilà, Benjamin était donc le seul, pratiquement, à cette époque, 1929, à avoir l'intuition de l'avenir qu'attendait l'Europe, grâce aux bienfaits de IG Farben, Luftwaffe, etc., grâce à la civilisation capitaliste.
Évidemment, même lui, qui était le plus pessimiste de tous, ne pouvait pas prévoir à quel point il avait raison. Il ne pouvait pas prévoir Auschwitz, l'extermination par les gaz, bon, tout ça, il ne pouvait pas prévoir. Mais bon, il a eu cette illumination profane, disons, étonnante, dès 1929, au nom du pessimisme révolutionnaire. Donc, un pessimisme qui n'est pas du tout fataliste. Hein, ce n'est pas du tout un fatalisme, ce n'est pas du tout que la catastrophe va arriver, hein, inévitablement. Pas du tout. Hein, pas du tout ça. C'est un pessimisme actif. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut être organisé. Il faut organiser ceux qui luttent contre le pessimum, hein, contre cette menace, hein, cette catastrophe, qui veulent nous épargner, hein, ces désastres humains. Voilà le rôle des révolutionnaires, le rôle des communistes, qui doivent donc s'armer de ce pessimisme. Ils ne font pas confiance que l'histoire est avec nous et que le cours de l'histoire, du progrès, conduit nécessairement à la liberté et au bonheur. Au contraire, il faut savoir que, à moins que nous soyons capables de réagir à temps, ce qui nous attend, c'est le pire. Hein. C'est un peu ça le message de cet essai sur les surréalistes de 1929. Bien. Bon, il n'a pas fallu attendre très longtemps. 4 ans après, 1933, les pires commencent. C'est-à-dire, un certain Adolf Schicklgruber, Hitler, prend le pouvoir en Allemagne. Et Benjamin est obligé à s'exiler. Hein, obligé à s'exiler comme tant d'autres marxistes, juifs, et le pire de tous, les juifs marxistes comme lui, évidemment, n'avaient pas de place dans la nouvelle Allemagne du Troisième Reich. Donc, il va s'exiler où? Dans le pays de la liberté et des droits de l'homme, bien sûr, la France. Donc, depuis toujours, il était attiré par la culture française. Il avait traduit Proust en allemand, il avait traduit Baudelaire. Bon, donc, il s'exile en France. Bon, il n'est pas le seul, hein, il y a des milliers de antifascistes allemands qui vont s'exiler en France dans les années 30. Bon, qui seront reçus moyennement bien, disons. Et Benjamin lui-même a beaucoup de difficultés. Il n'a pas de travail, il survit péniblement. Il a une petite bourse que ses amis de l'école de Francfort lui donnent. Bon. Et il travaille à un projet, un grand projet. Il passe ses journées entières à la Bibliothèque nationale en train de prendre des notes, etc., qui est un livre sur le passage parisien. Un livre sur le passage parisien. Vous savez que Paris a beaucoup de passages qui datent surtout du XIXe siècle. Bon, Benjamin était fasciné par ce passage. Et il voulait, à travers... Bon, le passage est un peu un prétexte. À travers le passage, au fond, ce qu'il veut, c'est comprendre Paris, le Paris du XIXe siècle. Paris, pour lui, était la capitale du XIXe siècle. C'est même le titre d'un texte qui devait être le résumé un peu de son livre. Bon, Paris, capitale du XIXe siècle, et à travers Paris, comprendre à la fois la civilisation bourgeoise, le fétichisme de la marchandise et les résistances, le socialisme utopique, le marxisme, les révolutions, les barricades, etc. Tout ça, c'est les thèmes qu'il voulait traiter dans ses livres. Sauf qu'il n'a pas pu écrire ses livres. Tout ce qui est resté dans un grand manuscrit qu'il a confié à Georges Bataille, que Georges Bataille a caché dans la Bibliothèque nationale, dans un tiroir, a caché tellement bien que personne ne l'a trouvé jusqu'aux années 60, je pense. Bon. Mais ces manuscrits est composé essentiellement des citations. Des citations qui, par thème, classées par thème, les barricades, Fourier, Marx, etc. Bon. La mode, bon. Et parfois, entre les citations, un commentaire de Benjamin, hein, un paragraphe, parfois quelques lignes. Hein, voilà. Donc, c'est un recueil de citations cousues de commentaires. Question, est-ce que Benjamin voyait dans ça le matériel pour un livre qu'il voulait écrire, ou est-ce qu'il croyait que c'est ça le livre qu'il voulait écrire?
un livre composé essentiellement de citations. Hein? Voilà, ça c'est un montage. Parfois il dit voilà, je n'ai rien à dire, il suffit de faire un montage et le texte parle d'eux-mêmes. Hein? Donc reste le point d'interrogation. Mais en tout cas, le texte se trouve sous cette forme-là. Bon, et bon, je ne peux pas évidemment détailler le contenu du livre, mais je veux juste parler de... Bon, il y a un chapitre qui est sur la théorie du progrès, etc. Et il y a un petit paragraphe que je voudrais quand même vous lire, parce qu'il donne bien la démarche d'ensemble de ce texte. Benjamin dit, on peut considérer comme but méthodologiquement poursuivi dans ce travail, les livres de passage, la possibilité d'un matérialisme historique qui est détruit, annihiliert, c'est le mot en allemand, en lui-même l'idée de progrès. C'est justement en s'opposant aux habitudes de la pensée bourgeoise que le matérialisme historique trouve ses sources. Donc, pour débarrasser le matérialisme historique des scories de l'idéologie bourgeoise, il faut le débarrasser de l'idée bourgeoise du progrès. Bien. Donc, pendant toutes ces années, Benjamin se considère comme un sympathisant du mouvement communiste. À un certain moment, il pense adhérer au Parti communiste allemand. Mais finalement, il a des doutes, il n'adhère pas, mais il reste proche. Parfois, il s'éloigne, parfois, il se rapproche. Et à partir d'un certain moment, il commence à avoir des doutes sur l'Union soviétique, notamment. Hein. Et c'est vers 36, 37, 38, après les procès de Moscou, il commence à avoir des doutes. Et il va voir son ami Brecht, qui était exilé au Danemark. Alors, Benjamin va lui rendre visite au Danemark, il passe plusieurs mois chez lui, il joue aux échecs, ils ont des conversations. Et Benjamin prend des notes de ces conversations, les notes sont très intéressantes. Et bon, il y a un moment où il parle de l'Union soviétique, et Brecht dit l'Union soviétique est quelque chose vraiment qui ne va pas du tout. Et c'est une monarchie ouvrière. Bon, c'est quelque chose d'origine ouvrière, mais en fait, c'est devenu une monarchie. Il y a un roi, un empereur qui est Staline. Bon. Et Benjamin dit, oui, c'est un monstre comme ceux qu'on trouve dans certaines profondeurs de l'océan. Il y a des poissons qui ont des cornes. Hein? Bon, voilà. C'est ça un peu la conversation de deux. Donc, il y a une distance, une prise de distance. Mais, quand même, il reste proche, disons, du mouvement communiste parce que, dit-il, parce que c'est le dernier espoir d'une force qui s'oppose au nazisme. Hein? C'est la dernière force qui veut s'opposer au fascisme, au nazisme. Alors, en 1938, il écrit une lettre à son ami Max Horkheimer, qui était, disons, avec Adorno, le principal responsable, disons, de l'école de Francfort, qui est exilé aux États-Unis. Alors, il dit, voilà ce qu'il écrit à Horkheimer. Il dit, j'ai l'espoir, mais avec beaucoup de réserves, que, au moins pour le moment, on puisse considérer le régime soviétique comme l'agent de nos intérêts dans une guerre future. C'est-à-dire, le représentant de nos intérêts, de l'intérêt des antifascistes, ou des socialistes, ou des communistes, dans une guerre future. Un régime soviétique, il dit, est une dictature personnelle, Staline, avec toute sa terreur. Hein, donc il n'y a pas d'illusion. Mais il dit, au moins, eux, ils s'opposent au fascisme, ils s'opposent au nazisme. Donc, ils représentent nos intérêts dans la future guerre qui s'approche. Mais c'est un agent, dit-il, qui nous coûte les plus hauts prix imaginables dans la mesure où il faut les payer par des sacrifices qui érodent tout particulièrement nos intérêts comme travailleurs, c'est-à-dire les intérêts
du socialisme, etc., de l'émancipation des travailleurs. Bon, voilà donc une analyse assez lucide. Bon, c'est une lettre privée, hein, mais quand même, on voit, disons, à la fois une prise de distance et quand même un espoir que l'Union soviétique va être disons, la force qui va affronter le Troisième Reich, le nazisme. Bon, quand il y a le pacte Molotov-Ribbentrop en 1939, le pacte germano-soviétique, bon, il est évidemment très déçu et il considère cela comme une trahison. C'est le terme qu'il va utiliser dans son dernier texte, qui sont les thèses sur le concept d'histoire. Bien. Alors, donc, en fin 1939, début 1940, Benjamin, comme beaucoup d'autres antifascistes allemands, entre autres juifs, se trouve pris dans un piège, hein, dans la France, disons. Déjà, sous la fin de la Troisième République, on commence à emprisonner les antifascistes allemands dans des camps comme citoyens d'une puissance ennemie. La puissance ennemie était l'Allemagne, avec laquelle la France était en guerre, et les citoyens de la puissance ennemie étaient, à l'écrasante majorité, des antifascistes allemands, exilés en France. Bon, on les met dans des camps, le camp des Milles, notamment au sud de la France. Maintenant, il y aura un musée et il y a une fondation, il y a un musée qui vient d'être inauguré il y a quelques jours, dans les camps des Milles, un endroit où on a interné les antifascistes allemands. Et après la défaite, en 1940, Vichy, bon, avec Vichy, non seulement ils sont internés, mais on commence à les livrer à la Gestapo, hein, ces exilés antifascistes. Bon, Benjamin réussit à échapper à un de camps, et il se cache à Marseille, il est attrapé à nouveau par la police, il est interné dans un autre camp, il arrive à s'échapper une deuxième fois. Bon, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, hein. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire un texte qui est un peu son testament philosophique et politique. Un texte qui s'appelle « Thèse sur le concept d'histoire ». Donc je vais dire quelques mots tout à l'heure, dans un instant. Bon, vers août 1940, il décide d'essayer de s'échapper, hein, de la France occupée. Enfin, non, la France, c'était même pas occupée, c'était le sud de la France, enfin, c'était Vichy. Et il, avec un groupe d'exilés antifascistes, il essaie de traverser le Pyrénées. Il y avait une femme qui s'appelait Elisa Fitko, qui était une militante antifasciste, qui faisait ce travail d'aider le fugitif, disons, à traverser le Pyrénées. Et en arrivant de l'autre côté en Espagne, c'était l'Espagne franquiste, mais enfin, soi-disant neutre dans la guerre, ils espéraient traverser l'Espagne, arriver au Portugal, et au Portugal prendre un bateau pour les États-Unis ou l'Amérique latine, n'importe où. Bon. Alors, probablement vous connaissez la fin de l'histoire. Benjamin arrive de l'autre côté, à Portbou, c'était en Espagne. La police franquiste les arrête, tous ces groupes. C'était une vingtaine, je pense, et leur annonce que, comme ils n'ont pas un visa de sortie du gouvernement français de Vichy, on va les rendre à la police de Vichy. Et la police de Vichy allait probablement les rendre à la Gestapo. Et à ce moment, Benjamin préfère se suicider. Donc, en 1940. Bon, après son suicide, la police laisse les autres réfugiés partir et ils ont échappé. Hein, ils ont échappé, mais pas lui. Bien. Alors, son dernier texte, donc son testament, si on veut, philosophique et politique, sont ces thèses qui s'appellent Über den Begriff der Geschichte, sur le concept d'histoire. Alors, c'est un texte dont l'histoire de la publication est curieuse. Il a été publié une première fois par ses amis de l'école de Francfort dans une espèce de petite brochure, à la limite même renéotée, je pense, un hommage à Walter Benjamin publié par ses amis, à circulation interne, un tirage à 300 exemplaires, juste entre leurs amis exilés, amis de l'école de Francfort, exilés aux États-Unis. Donc, pas une vraie publication, ce n'était pas public. La première publication au sens propre était en 1947 en français,
pas dans l'original allemand, en français, traduction de Pierre Missac, dans les temps modernes. Sauf que personne n'a pris connaissance. C'est tombé complètement dans le vide. Personne ne s'est intéressé. Après, ça a été publié en allemand dans une revue, Mercure, dans les années 50, et finalement, ça a été publié dans 2 volumes organisés par Adorno et Gershom Scholem, qui était un ami de Benjamin, des œuvres choisies de Benjamin, et à partir de là, les gens ont commencé effectivement à s'intéresser à ces textes, qui a suscité après une très grande discussion et une très large littérature secondaire qui continue jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire on n'arrête pas de discuter et de commenter ces textes. Donc je vais simplement ajouter, disons, mon grain de sel à cette littérature secondaire. Bientôt, il y aura une littérature tertiaire, c'est-à-dire les commentaires sur les commentaires. Bon. Je dirais d'abord un commentaire personnel. À mon avis, ce texte de Benjamin, qui est un texte très court, 7 pages maximum, écrit pour lui-même. C'est un texte qu'il a écrit pour lui-même et pour 3 ou 4 amis. Il a envoyé une copie à Brecht, il a donné une à Hannah Arendt et il a demandé à Hannah Arendt de donner une copie à Adorno. Et je pense qu'il a envoyé une à Scholem aussi, 4 ou 5 amis. Donc ce n'était pas un texte à être publié. Mais, à mon avis, c'est les textes les plus importants de la théorie marxiste depuis les thèses sur Feuerbach de Marx. Les thèses Feuerbach aussi, c'est un texte très court, non destiné à publication, que Marx a écrit pour lui-même. C'est Engels qui l'a sorti d'un tiroir beaucoup plus tard et l'a publié. Bon, c'est un texte, en tout cas pour moi, dans ma compréhension du marxisme, il y a 2 périodes, avant la lecture des thèses et après la lecture des thèses. C'est vraiment un tournant. Mais ce n'est pas un texte facile. C'est un texte difficile parce que ce n'était pas un texte qui se voulait explicatif. Ce n'était pas un texte pédagogique, ce n'est pas un texte qui est destiné à publication. Donc c'est un texte parfois hermétique. Qu'on lit, qu'on relit, et encore une fois, et on pense avoir compris, mais après on lit encore une fois, on comprend qu'on n'a pas compris, et on continue, etc. Bon, il faut les ruminer, il faut ruminer comme ça. Moi, ça fait 30 ans que je les rumine. Bon, et je pense avoir compris certaines choses, j'avoue qu'il y a certaines choses que je n'ai toujours pas compris, etc. Bon, mais c'est un texte d'une très grande richesse. Plus on le lit, plus on découvre des choses, des couches plus profondes. Et parfois, c'est un événement historique qui nous fait relire le texte disons, sous une lumière nouvelle. Donc, c'est un texte vraiment d'une portée, d'une richesse extraordinaire. Autre chose, c'est un texte qui, disons, daté, c'est-à-dire il a été écrit à un moment historique précis, un moment terrible, que l'écrivain Victor Serge définissait dans un de ses romans, c'est le titre du roman, il était minuit dans les siècles. C'est-à-dire un moment où l'Allemagne nazie avait conquis, sans beaucoup de résistance, presque toute l'Europe, où l'Union soviétique était, disons, les mains, comment on dit, les poings liés par le pacte germano-soviétique, et donc les antifascistes étaient désespérés. Donc un moment de désespoir profond. Donc ça correspond à ce moment historique. Et ça correspond aussi à, disons, à la personne de Benjamin, à sa culture juive, à sa culture allemande. Donc c'est un texte à la fois très particulier, d'un moment historique et d'une certaine culture judéo-allemande, mais en même temps, à mon avis, c'est un texte qui a une portée universelle, et qui peut nous être utile à comprendre des situations, des conjonctures historiques, des événements, des phénomènes qui n'ont rien à voir ni avec 1940, ni avec la culture juive allemande. Par exemple, l'Amérique latine. C'est-à-dire, moi,
j'ai compris beaucoup mieux une série de choses de l'Amérique latine des dernières 30 années grâce aux thèses de Walter Benjamin. Et inversement, j'ai mieux compris les thèses de Benjamin à l'aide de choses qui se sont passées en Amérique latine. Bien. Alors, je ne peux évidemment pas maintenant me livrer un commentaire des thèses. Pour cela, il faut au minimum une année. Au minimum une année, c'est-à-dire le temps qui m'a pris un séminaire que je fais à l'école de hautes études et après dans une université brésilienne, toutes les semaines, une des thèses. Bon, ça prend une année. Donc, comme je n'ai pas une année à disposition, non, pas vraiment, pas vraiment, donc il me faut en 5 minutes. Bon, je vais vous parler juste d'une des thèses, qui est la première, qui est une des plus controversées. Bon, c'est une thèse où il est question d'un appareil. Je vais faire circuler cette image. Voilà. C'est un dessin, une gravure, où on voit un appareil à jouer aux échecs. Un personnage qui s'appelait Melzel a promené cet appareil à jouer aux échecs d'abord en Europe et après dans les États-Unis. Bon, on voyait une poupée, disons, habillée dans un habit turc, avec un chapeau turc, une pipe, etc., qui jouait aux échecs, un automate, et gagnait toutes les parties. Formidable. Et cette figure, disons, cette histoire, est décrite dans un conte de Edgar Allan Poe, qui s'appelle Le joueur d'échecs de Melzel. Et Edgar Allan Poe dit: je ne crois pas du tout que ce soit un automate, c'est pas possible, un automate ne peut pas jouer aux échecs, donc il doit avoir quelque chose de caché. Il y a un système de miroirs, soi-disant, pour montrer que l'appareil est vide, qu'il n'y a rien dedans. Mais ces miroirs, c'était un trucage. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dedans, dans cette boîte, qui doit être quelqu'un de très petit, ça doit être un nain, qui est un champion des échecs. Et celui qui tire les ficelles et qui fait que l'automate gagne toutes les parties. Bon, voilà Edgar Allan Poe. Donc Benjamin s'est inspiré de cette histoire. Donc il dit, bon, il y avait un appareil, disons un automate qui jouait aux échecs, etc. Il gagnait toutes les parties. Grâce à quoi? Grâce à un petit nain caché dans l'appareil. Et ce petit nain, c'est la théologie. C'est la théologie. Et grâce à lui, cet appareil, cet automate, qui est le matérialisme historique, peut gagner toutes les parties contre son adversaire. Bon, l'adversaire étant le fascisme, le capitalisme, etc. Bon. Donc, en d'autres termes, il faut mettre la théologie dans l'appareil pour qu'il puisse fonctionner, pour qu'il puisse gagner la partie. Bon, donc, dans un premier moment, on a l'impression que c'est la théologie qui tire le ficelle. Bon, donc c'est elle qui utilise l'automate, mais en même temps, Benjamin dit la théologie est au service du matérialisme historique, au service. Donc, c'est comme si un était au service de l'autre. C'est paradoxal. Il y a une espèce de réciprocité, de complémentarité. Le matérialisme historique ne peut pas sans la théologie sans le matérialisme historique ne peut rien. Donc, il faut combiner les deux. Et cet appareil, c'est une tentative de combiner les deux. Bon, il y a un autre paradoxe. Benjamin dit, la théologie, aujourd'hui, à notre époque moderne, elle a mauvaise réputation, et donc il faut la cacher. Il faut la cacher. Mais lui, il ne la cache pas. Il dit qu'il faut la cacher, mais il la montre. C'est-à-dire, dans la thèse, il dit, dans l'appareil, à l'intérieur de l'appareil, il y a la théologie. Donc, il dit une chose et il fait le contraire. Il dit il faut cacher la théologie parce qu'elle a mauvaise réputation, mais il ne la cache pas, il la montre. Bon, évidemment, c'est un texte qu'il a écrit pour lui-même, mais il y a une espèce de paradoxe. Bon, alors, c'est quoi la théologie pour Benjamin? Évidemment, je ne peux pas expliquer, mais je dirais simplement, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Théologie, ça veut dire la pensée sur Dieu, ce n'est pas du tout ça. Le mot Dieu n'apparaît pas chez Benjamin, et certainement pas dans les thèses. Donc, c'est autre chose.
hein, c'est autre chose. Je dirais que c'est la rédemption révolutionnaire. Hein. Bon, je ne peux pas expliquer, on peut revenir sur ça. Bon, alors, et cette thématique, disons, la complémentarité entre le matérialisme historique et la théologie, ça traverse l'ensemble des thèses sur le concept d'histoire. Et ça a provoqué évidemment beaucoup de discussions, beaucoup de controverses. Et il y a 3 écoles qui se disputent, disons, l'interprétation de ces thèses et en général de l'ensemble du texte de Benjamin, c'est le concept d'histoire. Une, je dirais, c'est l'école messianique, juive, théologique, dont les représentants les plus éminents, c'est Gershom Scholem, qui était un très proche ami de Benjamin, avec lequel Benjamin a entretenu une correspondance pendant toute sa vie, avec des discussions, des polémiques, des controverses, parce que Scholem n'était pas marxiste, il était plutôt libertaire, disons, mais aussi sioniste. Bon. Donc, Gershom Scholem, dans ses écrits, qui sont toujours très intéressants sur Benjamin, dit « Ce texte de Benjamin est un texte théologique, un texte messianique, juif, mais il utilise une terminologie matérialiste, bon, pour contenter ses amis marxistes, pour faire plaisir à Brecht, etc. Mais ce n'est pas fondamental, ce n'est pas l'essentiel. » Bon, ensuite, il y a la deuxième lecture, la lecture matérialiste. Hein, c'est celle de ses amis matérialistes, notamment Brecht. Alors Brecht a beaucoup aimé le texte de Benjamin. Hein, il a reçu le texte, il a dit « Ce texte est génial. C'est un texte matérialiste du début à la fin. Les histoires théologiques et tout ça, bon, c'est de l'ornement, c'est la terminologie, c'est pas essentiel. Hein, c'est pas essentiel. On peut laisser ça de côté. Bon, voilà 2 lectures strictement contradictoires. Et puis vient une 3e lecture, qui est celle de Habermas. Il dit Benjamin veut, dans ses thèses, concilier la théologie et le matérialisme. Or, comme nous tous savons, ces 2 choses sont irréconciliables, sont contradictoires. Donc, ça ne marche pas. Donc, la philosophie de Benjamin, ça ne marche pas. Désolé, mais ça ne marche pas. Bon, voilà la 3e lecture. Bon, modestement, je voudrais proposer une 4e lecture. 4e lecture qui est simplement la pensée de Benjamin. Elle est une pensée à la fois théologique et matérialiste. Théologique et matérialiste. Bon. D'habitude, effectivement, ces 2 choses sont contradictoires. Mais Benjamin n'est pas un penseur habituel, il est un penseur inhabituel. Donc, dans sa pensée, il arrive à articuler les 2. Donc, et c'est ça qui fait, disons, la particularité, la singularité de sa pensée. C'est une tentative, notamment dans ces textes-là, de articuler, de combiner, de fusionner même la théologie et le matérialisme historique. Bon. Alors, certains, disons, souvent, il est question, enfin, comment le dire, certains des amis de Benjamin se plaignaient qu'il était comme le Janus, vous savez, les dieux romains, Janus, qui a 2 visages, 2 visages. Et Scholem se plaignait, quand tu parles avec moi, tu discutes théologie juive, mais avec ton ami Brecht, tu parles du matérialisme, du marxisme et du communisme. Tu as 2 visages. Et Brecht se plaignait du contraire. Bon. Et Benjamin lui-même disait en rigolant, oui, je suis comme Janus, j'ai 2 visages, un qui regarde vers Moscou, et l'autre qui regarde vers Jérusalem. Bon. Le communisme et la théologie juive. Bon. Et je pense effectivement l'image elle est bonne, Janus. Mais il faut se rappeler, si vous avez vu une image du dieu Janus, que Janus a 2 visages, mais une seule tête. Une seule tête. Ça, c'est Benjamin. C'est-à-dire, Benjamin a une tête qui est cohérente, mais qui a 2 expressions. Benjamin aime beaucoup ces mots. Ausdruck, expression. Cette pensée qui est unique, qui est unifiée, a 2 expressions, théologiques et matérialistes. Bon, maintenant, effectivement, disons, les commentaires en Europe
pour la plupart, sont sceptiques. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Théologie et matérialisme, théologie et marxisme, c'est pas possible, n'est-ce pas? Ça va pas, hein, ça colle pas, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quelqu'un qui vient de l'Amérique latine, comme moi, au contraire, trouve ça, oui, effectivement, ça va, oui, bien sûr, théologie et matérialisme, bien sûr, ça va très bien ensemble. Hein. La preuve, en Amérique latine, depuis plus de 30 ans, 40 ans déjà maintenant, existe un phénomène, un mouvement qui s'appelle théologie de la libération, dont la caractéristique principale, c'est de combiner la théologie chrétienne, pas juive, mais c'est une théologie chrétienne qui a beaucoup de références à l'Ancien Testament, à la Bible juive, et les matérialismes historiques et les marxismes. Hein, à tel point que le cardinal Ratzinger, actuel Boniface VI, s'est fendu d'une instruction contre la théologie de la libération, où il explique, bon, votre théologie est très intéressante, mais elle a une erreur terrible, qui est l'utilisation du marxisme. On ne peut pas utiliser innocemment le marxisme. Hein? Bon. Donc vous êtes dans l'erreur. Et c'est une erreur d'autant plus dangereuse qu'elle est proche de la vérité. Bon. C'est très curieux, cette instruction de Ratzinger, elle est très curieuse. Bon, donc voilà, il existe en Amérique latine un mouvement, pas simplement une théologie. Bon, il y a des écrits de théologiens, de Gutiérrez, Leonardo Boff, Ribeto, plusieurs autres, mais il y a tout un mouvement social inspiré par cette théologie, et dont cette théologie s'est inspirée, un mouvement de chrétiens de la libération, je les appelle, qui ont joué un rôle décisif dans les principales révolutions en Amérique latine à partir des années 70, c'est-à-dire la révolution du Nicaragua, l'insurrection révolutionnaire au Salvador, les mouvements zapatistes au Mexique, dans la création de mouvements sociaux de masse, comme les mouvements de Santerre au Brésil, etc., etc. On peut faire toute une liste de mouvements sociaux, de mouvements révolutionnaires, des événements révolutionnaires qui ont lieu avec une participation massive, c'est-à-dire de centaines de milliers de chrétiens inspirés d'une façon ou une autre par la théologie de la libération. Donc, voilà pourquoi il faut prendre au sérieux, disons, cette hypothèse hétérodoxe, hérétique de Walter Benjamin, que la combinaison entre théologie et marxisme est possible. Hein, est possible. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. C'est sûr que Benjamin s'inspire de Marx et de Lénine, hein, c'est clair. Même s'il ne les cite pas, c'est clair. Simplement, il y a une certaine lecture du marxisme qui était très prégnante à l'époque, dont il s'est dissocié, justement pour laquelle la révolution va arriver quand les forces productives auront atteint un certain degré de développement, où, disons, la contradiction avec les rapports de production sera telle que la révolution devient inévitable. Bon, Benjamin ne pense pas cela. Hein? Il ne pense pas que la révolution est inévitable. Et il ne pense pas que plus les forces productives vont se développer, plus on se rapproche de la révolution. Non. Il pense que plus les forces productives capitalistes se développent, plus on s'approche de la catastrophe. Hein? Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé hein, en Europe dans la période historique qui a succédé à ces écrits de Benjamin. Hein. Bon, donc il a, par contre, là où il est proche de Lénine, c'est Lénine a écrit un texte en 1917 qui s'appelle « La catastrophe qui vient et les moyens de la prévenir ». Hein? Bon, là, disons, Benjamin est très proche de ce Lénine-là. Hein? Lénine qui prévoit une catastrophe, dans ce cas-là, a été la victoire de la contre-révolution, les tsaristes qui reviennent, etc. Bon, comment l'éviter? Bon, ça, c'est tout l'esprit de Benjamin. Hein? Tout l'esprit de Benjamin, c'est voilà la catastrophe qui vient, comment on peut la prévenir. Hein? Donc, il y a
Dans ce sens-là, il y a un aspect léniniste, si on veut, hein, chez Benjamin, dans ce sens-là. C'est intéressant, cette importance, disons, de Benjamin à la subjectivité, à la subjectivité. Et je vais lire un passage de la thèse 4, où à la fois il y a l'insistance sur le matérialisme, mais aussi sur cet aspect subjectif. Je vais les lire. Hein. C'est à propos de la lutte de classe. La lutte de classe qui jamais ne perd de vue un historien instruit à l'école de Marx. Donc lui, il se voit comme un historien marxiste, est une lutte pour des choses brutes et matérielles. Hein. Il faut manger, avoir une maison, un toit, hein. Bon. Sans lesquelles il n'est rien de raffiné ni de spirituel. Hein. On ne peut pas avoir du spirituel si on ne mange pas. Ça, c'est moi qui commente. Hein. C'est Brecht. Brecht insiste beaucoup sur ça. Hein. Sans manger, il n'y a pas de morale. Hein. Mais dans la lutte des classes, c'est raffiné, c'est spirituel, c'est présente comme confiance, comme courage, comme humour, comme ruse, comme inébranlable fermeté. Voilà. Donc, il y a les deux, c'est-à-dire à la fois la lutte de classe, c'est pour des choses très matérielles, n'est-ce pas, mais elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas cette subjectivité, hein, dont il énumère quelques aspects, hein, l'humour, la ruse, les courages, etc. Hein. Je pense que ça, c'est un exemple, disons, de cette vision matérialiste, disons, de la subjectivité chez Benjamin. Bon, maintenant, la réception, oui, autre chose à propos du facteur subjectif. Il y a une phrase de Benjamin, je pense que c'est la dernière phrase des thèses, où il dit « Chaque seconde, c'est la porte étroite par laquelle peut entrer le Messie. Hein ». Bon, c'est une phrase qu'il faut traduire, elle a un équivalent politique. Toutes les phrases théologiques de Benjamin ont un équivalent politique. Donc, l'équivalent politique, c'est « Chaque seconde est la porte étroite par laquelle peut arriver la révolution. Hein ». Donc, il ne s'agit pas d'attendre, hein, le mûrissement des conditions objectives, etc. À chaque seconde, on peut faire quelque chose pour, disons, aller dans le sens de la révolution. Bon, donc, c'est le facteur subjectif qui est mis en avant. Maintenant, la réception de Benjamin, bon, elle a d'abord eu lieu en Allemagne. Hein, et en Allemagne, il y a eu toute une discussion entre les marxistes, les milieux judaïsants, etc. Bon, donc il y a eu un grand débat où Adorno a participé aussi, bon, etc. Mais peu à peu, la réception de Benjamin s'est étendue à l'échelle planétaire. Et là, il y a eu aussi dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux États-Unis, mais avec une inflexion postmoderne qui, à mon avis, n'était pas extrêmement éclairante, disons. C'était plutôt une impasse, à mon avis. Hein. Pas tous, mais il y avait une bonne partie, disons, de la lecture aux États-Unis était dans cette veine-là. Bon. En France, je dirais que dans un premier moment, la réception était presque essentiellement esthétique. D'ailleurs, le premier dossier consacré à Benjamin était dans la revue d'esthétique, ce qui est un bon point pour les esthéticiens, disons, mais c'est une lecture un peu étriquée. C'est-à-dire, pendant longtemps, on avait l'idée, Benjamin, c'est un grand critique littéraire, ou c'est l'auteur d'un article célèbre sur l'œuvre d'art, un article très célèbre, hein, l'œuvre d'art à l'époque, c'est la reproduction technique. Bien, très bien, il y a des choses intéressantes. Mais pour moi, Benjamin, c'est tout ça, mais c'est beaucoup plus. Hein, beaucoup plus. C'est un grand penseur, un grand philosophe au sens fort du terme, et de la philosophie de l'histoire, philosophie politique, philosophie de la religion, enfin tout ce qu'on veut. C'est un penseur qui a une vision du monde, disons, qui inclut l'esthétique, mais qui ne peut pas être réduit à ces questions esthétiques. Bon, je pense que depuis, il y a d'autres textes qui sont parus, donc il y a une réception plus
multiple, disons, pluriel de Benjamin en France. Il y a déjà une littérature secondaire où il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a un livre de Stéphane Moses, par exemple, qui est très intéressant. Il y a le livre de Daniel Ben Saïd, qui est très intéressant. Bon, c'est des choses très diverses, parfois même un peu contradictoires, mais il y a une réception qui est très riche. Et puis, il y a une réception latino-américaine qui est très intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se font en Amérique latine parce que c'est une lecture qui est décentrée, c'est-à-dire qui n'est pas axée sur le contexte purement européen et qui s'inspire, disons, de luttes latines en Amérique latine. Donc, je trouve que la lecture latino-américaine, elle est très intéressante. Voilà. Bon, mais évidemment, c'est un sujet, c'est un vaste sujet, et je ne peux pas résumer en 2 mots. Bon, alors, Obey, la théologie, quel est le contenu? Ben, encore une fois, c'est difficile à résumer. Bon, d'une part, il y a 2 choses. Bon, d'une part, il y a la rédemption messianique, c'est-à-dire l'interruption de l'histoire. La révolution, c'est comme l'arrivée du Messie, c'est une coupure, une rupture, une interruption. C'est pas quelque chose qui s'accumule, disons, c'est soudainement une éruption. Donc il y a une espèce d'analogie entre l'arrivée messianique et l'interruption révolutionnaire. Mais il y a aussi la rémémoration, la rémémoration de victimes du passé. Tu as fait allusion. Bon, Benjamin s'insurge contre l'historiographie officielle qui est toujours l'histoire des vainqueurs, l'histoire de ceux qui ont triomphé, l'histoire comme une espèce de procession triomphale de ceux qui ont conquis, ceux qui se sont imposés. Bon, donc il dit il faut brosser l'histoire à rebrousse-poil, et il faut écrire l'histoire du point de vue des vaincus, du point de vue des victimes, des victimes des conquêtes, des victimes des guerres, des rois, des princes, etc., des victimes des campagnes d'extermination réactionnaires, depuis la guerre des paysans jusqu'à la Commune de Paris, etc., etc. Donc c'est une autre lecture de l'histoire. Et cette remémoration des vaincus, bon, elle a un aspect théologique. C'est un peu comme si on arrivait à la résurrection des morts grâce à la remémoration. Il y a un peu cet aspect-là. Et là, il n'y a pas tellement de filiation avec Bloch. Les rapports de Benjamin avec Bloch étaient difficiles. Plutôt, ils étaient amis, mais c'était quand même conflictuel. Apparemment, ils sont proches. Effectivement, on peut trouver des résonances, des échos, mais c'est quand même des pensées assez différentes. Quand même, Bloch, c'est les penseurs de l'espérance et de l'utopie. Benjamin, c'est le penseur du pessimiste de la catastrophe qui vient. Donc, c'est 2 démarches quand même différentes, même si à certains moments, on peut dire qu'elles se croisent. Maintenant, tu as dit quelque chose que je trouve très intéressant. On pourrait faire peut-être un parallèle avec Mariátegui, parce que chez Mariátegui, je rappelle, Mariátegui, c'est un marxiste, un communiste latino-américain, c'est le plus grand penseur marxiste latino-américain, mort en 1930. Bon, Mariátegui aussi disait que le communisme, le socialisme, c'est la révolution, a une dimension religieuse. Il n'utilise pas les mots théologie, mais a une dimension spirituelle religieuse. Et moi, je n'avais pas pensé à ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. Tu me donnes une très bonne idée. Il faudrait un jour comparer Benjamin et Mariátegui, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de choses en commun, notamment cette vision, entre guillemets, religieuse de la révolution, qui n'est pas tout à fait la même, parce qu'il y a ce côté messianique juif chez Benjamin qui est moins chez Mariátegui, qui s'inspire plutôt du côté de Miguel de Unamuno, d'un certain christianisme. Bon, mais ils ont en commun cette vision de la révolution comme de la dimension spirituelle, mystique, si on veut, mais c'est une mystique profane, religieuse du socialisme, du communisme, de la religion. Donc il y aurait un parallèle à faire, je pense que tu as tout à fait raison. Je vais m'inspirer de ta piste.